à la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques, l'avocat de cette structure donne sa version des faits. Pour Maître Jean Tougma, le ministre de la Santé a exercé un abus de pouvoir en prenant des décisions concernant le fonctionnement de la CAME. Des organisations de la société civile veulent pérenniser les actions politiques et le leadership de Thomas Sankara. Ce sera à travers un mémorial qui sera construit en hommage au père de la Révolution d'août 1983. Les initiateurs en ont parlé à la presse hier jeudi. Dans cette édition, nous irons à Bobo-Dioulasso pour parler de la pyramide sanitaire. C'est une organisation du système sanitaire en vue d'une meilleure prise en charge des patients, mais pour des raisons diverses, la pyramide sanitaire n'est pas respectée par ceux qui fréquentent les centres de santé. Et puis l'Italie continue de dénombrer ses morts dans le puissant séisme qui l'a secoué. Le dernier bilan fait état de 278 morts, mais les Italiens ne sont pas au bout de leur frayeur puisque la terre a encore tremblé aujourd'hui dans ce pays. Voilà pour la une de cette édition. Bonsoir et merci de nous suivre. Tout d'abord, sachez qu'après 23 ans d'existence, la TICAD pose ses valises en Afrique pour la première fois. Initiée par le Japon, la conférence internationale de Tokyo pour l'Afrique réunie présentement à Nairobi au Kenya, les pays africains ainsi que leurs partenaires au développement. Le président du Faso et la délégation qui l'accompagne sont arrivés cet après-midi dans la capitale kenyane. On voit cela avec nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo et Ruth Bini Ouattara. Il est 14h heure GMT et 17h heure locale lorsque l'avion du président du Faso se pose sur le tarmac de l'aéroport Jomo Kenyatta. Venu participer à la 6e conférence internationale de Tokyo sur l'Afrique et accompagné d'une forte délégation, Roch-Marc Christian Kaboré est accueilli à sa descente par le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur kenyan. Après la signature du livre d'or, le cortège va s'acheminer vers le lieu de résidence. La TICAD se veut un processus par lequel l'Afrique trace elle-même les sillons de son développement à travers un double principe d'appropriation et de partenariat. Loin de se focaliser uniquement sur les questions économiques, la pauvreté ou encore les conflits sont des sujets qui seront débattus au cours de cette rencontre. Voilà, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés plaide pour que le Burkina Faso signe la Convention internationale sur l'apatridie. Une délégation de l'organisme onusien en a parlé ce matin au Premier ministre. Paul Kabatieba a également reçu des représentants des syndicats des travailleurs de l'éducation et de la recherche. Eux sont allés annoncer une bonne nouvelle, à savoir qu'ils ont trouvé un terrain d'entente avec leur ministère de tutelle. On fait le point avec Ibrahima Sombier et Zalissa Sanfo. Le Burkina Faso est une terre hospitalière pour les réfugiés. Foi du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et ici, la représentante résidente adjointe a traduit toute la reconnaissance de l'organisation au Premier ministre. Une occasion pour le HCR de plaider la cause de ceux qui n'ont pas de patrie. Le gouvernement a déjà ratifié la convention sur le statut de l'apatridie qui date de 1954. Et cela a été fait depuis 2012. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est aller au-delà de cela et signer une autre convention, celle de 1961, qui porte sur la réduction des cas d'apatridie. Entre le ministère de l'Éducation nationale et le FSINTER, la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche, un terrain d'entente est désormais trouvé. Et le syndicat est venu rassurer le Premier ministre de la reprise du dialogue. Les choses ont évolué. Ce que nous cherchions à faire comprendre à Monsieur le ministre depuis le mois de mai a été compris maintenant, à savoir que l'administration a fait des erreurs importantes dans la gestion d'affectation-nomination. Et sur la question de 500 000 francs que le syndicat a reçus de la part de son ministère de tutelle, le syndicat ne veut pas faire de commentaires. Mais il rassure tout de même que la somme est insuffisante pour que les uns et les autres parlent de corruption.
Et peut-être qu'un terrain d'entente sera également trouvé entre les travailleurs de l'information et le ministère de tutelle. Le ministre de la Communication a rencontré ce matin les responsables des médias publics et certains partenaires sociaux de son département. Les échanges ont porté sur les préoccupations des travailleurs des médias publics, notamment celles relatives aux frais de production. La question fait partie d'ailleurs de la plateforme revendicative du SYNATIC, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture. Le point des échanges avec Issaka Fando et Monkouna Dabiri. Une rencontre pour trouver une solution pérenne à la question des frais de production dans les médias publics. Autour de la table, le ministre Rémy Dandiounou, les responsables des médias et des partenaires sociaux du ministère de la Communication. Nous avons, en tant que journalistes dans les médias de service public, des attributions dans la collecte, dans le traitement et la diffusion de l'information. Mais ensuite, il y a des travaux de conception intellectuelle, d'engagement sur le temps et sur la durée, qui sont un peu plus que le travail ordinaire. Et il nous faut voir dans quelle mesure, à travers des genres journalistiques précis, à travers les déploiements pour les directs et pour les enregistrements, à travers également la création des œuvres de fiction. Nous pouvons donc arriver à rétribuer l'effort intellectuel qui est produit par les acteurs. Et ça touche la radio, ça touche la télé, ça touche aussi la presse écrite. De cette rencontre résulteront des propositions qui feront l'objet d'un projet de décret qui sera introduit en Conseil des ministres. Mais avant, à ces propositions s'ajouteront celles des responsables du SYNATIC absents à cette rencontre. Une absence liée à une question de calendrier, selon Rémy Dandiounou. Le ministre promet de les rencontrer le lundi prochain pour discuter aussi de leur plateforme revendicative. Je pense qu'il y a des problèmes, c'est vrai, mais nous apportons ici un certain nombre de réponses. Peut-être que le rythme de nos réponses ne satisfait pas les travailleurs, ce qui est d'ailleurs juste. Nous allons trouver ensemble les façons de réussir à recadrer un peu cela pour que ça corresponde à la réalité des possibilités, mais que ça puisse également satisfaire les revendications des travailleurs. Le ministre Dandiounou espère que les discussions avec le SYNATIC permettront de concilier la position en vue de lever la mot d'ordre de sit-in et de grève prévus respectivement pour le 1er et le 7 septembre prochain. Autre point de l'actualité, l'avocat de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques donne sa version des faits sur la crise qui prévaut dans cette structure. Pour Maître Jean-Charles Tougma, qui dénonce l'attitude du ministre de la Santé qui a pris certaines décisions concernant la CAMEG. Pour lui, c'est simplement un abus de pouvoir de la part du ministre Ismaïla Ouedraogo. L'avocat de la CAMEG a animé une conférence de presse ce vendredi. Konsun Koulibaly, Bouma Ernest Nepi. L'avocat de la CAMEG, Tougma Jean-Charles, fait à cette conférence de presse la genèse de cette crise qui affecte particulièrement le fonctionnement du conseil d'administration de l'institution. Une crise qui a débuté le 12 mai 2016. Et cette crise est instaurée, et je suis ferme là-dessus, par le ministre de la Santé. Il y a eu un conseil d'administration qui a eu lieu en date du 12 mai. Et à la suite de ce conseil d'administration, le PV qui a été dressé, le PCA, le président du conseil d'administration a notifié à son ministre, qui était le ministre de la Santé. Et le ministre constate effectivement que dans ce PV, il avait été cas du renouvellement du mandat du DG et que ça avait été examiné en divers. Et il a instruit le directeur général, en fait le président du conseil d'administration, d'annuler immédiatement la décision parce qu'il ne comprend pas comment ça peut être pris en divers le renouvellement du mandat du DG. Au conseil d'administration suivant, tout en prenant en compte alors les observations du ministre de la Santé, il a été décidé à l'unanimité le renouvellement du mandat du directeur général de la CAMEG pour une durée de 3 ans. Lorsque le ministre a reçu le procès verbal du conseil d'administration reconduisant la décision, confirmant le renouvellement, il a écrit au directeur général, l'instruisant, en fait l'informant par courrier officiel que les administrateurs dont les noms suivants ont été remplacés. Il poursuit avec un autre courrier que le PCA n'ayant plus la qualité d'administrateur, il perd donc sa qualité de PCA. Un recours en annulation contre cette décision du ministre qui remplaçait les anciens administrateurs a été initié par la CAMEG car, selon son avocat, cette décision du ministre de la Santé est un abus de pouvoir. La CAMEG, a-t-il poursuivi, est une association qui a le droit de décider d'elle-même du renouvellement du mandat de son premier responsable.
fort heureusement, le juge saisi a donc ordonné sur la question du remplacement des administrateurs, a ordonné le sursis de la décision de remplacement des administrateurs au conseil d'administration de la CAMEC. La décision de la justice, même si elle n'est pas encore définitive, l'avocat de la CAMEC se dit tout de même satisfait et pense qu'elle pourra permettre de venir à bout de cette crise qui n'honore personne. Un hommage de plus au président Thomas Sankara, père de la révolution d'août 1983 au Burkina Faso. Cette fois-ci, c'est un mémorial qui sera construit en sa mémoire. L'initiative est d'un groupe d'organisations de la société civile. Ces OSC ont rencontré la presse hier pour présenter leur projet. Des précisions avec Salifou Belem et Monkouna Dabiri. Thomas Sankara, plus que jamais immortel. Cette fois-ci, c'est un mémorial qui verra le jour à la gloire du père de la révolution burkinabé. L'idée émane des personnalités pluridisciplinaires du Burkina et du monde entier qui veulent offrir ainsi aux leaders de la révolution un espace digne. Le projet vise à mobiliser les ressources financières, matérielles, documentaires, etc. pour la construction du mémorial. Construire un espace dans lequel on retrouve l'ensemble des grands chantiers innovants ouvert par la Révolution. Construire un espace multimédia, musée virtuel, salle de conférence, salle de spectacle, salle de cinéma, bibliothèque, médiathèque. Identifier les sites historiques en lien avec la Révolution et la vie de Thomas Sankara qui pourraient constituer un circuit touristique pour les Burkinabés et les visiteurs. Pour la réalisation de l'œuvre, un comité international sera mis sur pied avec pour mission de donner les grandes orientations du dit projet. Le comité international est composé de personnalités indépendantes et engagées dans la promotion de l'héritage de Thomas Sankara. Les membres accordent bénévolement leur temps et leurs moyens pour l'aboutissement du projet du mémorial. Le futur comité aura pour président d'honneur l'ancien président ghanéen Jerry John Rawlings. Et l'acquisition du site d'accueil est en bonne voie, rassure le porteur du projet. Le lancement est prévu pour le 2 octobre prochain. Même si le projet n'est qu'au stade d'embryon, les initiateurs demeurent convaincus, comme Thomas Sankara, que tout ce qui sort de l'imagination de l'homme est réalisable par l'homme. Des sociétés de transit dans le collimateur de la justice burkinabé. Elles sont soupçonnées d'avoir utilisé de manière frauduleuse l'identifiant financier unique d'une autre société pour des opérations douanières. À l'heure actuelle, les investigations ont permis de mettre la main sur 4 personnes. Les juridictions chargées de l'enquête comptent aller jusqu'au bout et mettre aux arrêts toutes les personnes impliquées dans cette fraude. On en sait davantage avec Ibrahima Sombier et Abdelaziz Yagibou. Le mécanisme de la fraude était bien huilé et porte sur l'importation de marchandises. Sur la période 2013-2016, des transitaires supposés auraient utilisé frauduleusement le numéro IFU, identifiant financier unique d'une société de transport de la place, pour des opérations de dédouanement au profit de leurs clients. Conséquence, en 3 ans, les faussaires présumés ont mis au compte de la dite société de transport des charges fiscales estimées à près de 300 millions de francs CFA. Mais la manœuvre frauduleuse a été découverte grâce aux investigations de la brigade de contrôle fiscal de la Direction générale des impôts. Les informations douanières indiquaient que la société de transport en question a importé courant 2013-2014 environ 3 181 millions de marchandises. Le contribuable en question ne s'est pas du tout reconnu dans ces opérations d'importation. Lui, il fait transport d'hydrocarbures. Comment se fait-il qu'il y ait des opérations d'importation de tracteurs, de véhicules, d'engins motocyclettes et d'articles divers en son nom? D'investigation en investigation, on s'est rendu compte qu'en réalité, ce sont des agents de sociétés de transit qui se sont mis à utiliser son numéro IFU pour certainement effectuer les importations des marchandises en question. 4 personnes mises en cause dans cette affaire sont présentement en détention à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou en attente de jugement. Nous avions constaté que d'autres sociétés de transit et d'autres transitaires ont utilisé le même numéro IFI. Et le parquet a demandé une enquête complémentaire
à la gendarmerie et je pense que cette enquête sera bientôt close et au moins 3 personnes seront encore déférées au niveau du parquet. Si les preuves de leur culpabilité sont établies, les fautifs seront châtiés à la hauteur de leur forfait. Le fait pour une personne d'utiliser le numéro IFI appartenant à autrui pour faire des opérations à l'importation pour son compte ou pour le compte d'autrui est répréhensible. Les peines prévues en la matière vont de 500 000, d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA et d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou l'une de ces 2 peines seulement. Toutes sortes de mécanismes frauduleux sont développés par des personnes délicates pour se soustraire des obligations fiscales, selon le directeur du contrôle fiscal. Tout en les mettant en garde, il appelle les acteurs économiques et les contribuables honnêtes à rester vigilants. Le salon des banques et petites et moyennes entreprises de l'UEMOA se tiendra du 28 septembre au 1er octobre prochain à Bamako. C'est une rencontre d'affaires, d'innovation et d'échange d'expériences entre acteurs des banques et des PME. L'événement sera à sa 2e édition et la réflexion portera sur les exigences de la compétitivité mondiale dans leur secteur d'activité. Le comité d'organisation du salon des banques et PME de l'UEMOA a rencontré la presse ce matin pour parler de cet événement. Jean Zongo, Maïmouna Traouri. La petite et moyenne entreprise de l'UEMOA face aux exigences de la compétitivité mondiale. Ce thème du 2e salon des banques et des PME de la zone UEMOA répond à un impératif, outiller les acteurs du secteur afin de les permettre d'offrir des produits et des services de qualité sur un marché international marqué par la concurrence. Il est important que nous puissions nous mettre aux normes de qualité. Nous puissions également aller conquérir d'autres marchés, que ce soit sur le plan sous-régional, mais aussi à l'international. Et pour ça, nous devons nous mettre à niveau, connaître les dispositifs nouveaux qui existent dans notre espace UEMOA, connaître quels sont les mécanismes pour accéder à ces dispositifs. Le salon est donc une tribune d'échange entre PME et partenaires et surtout un espace de partage des meilleures pratiques. 50 000 vous permet de prendre part à la conférence inaugurale, aux 15 panels et ateliers, aux 2 formations de haut niveau qui sont prévues et de pouvoir aussi prendre des rendez-vous en B2B. Il y a des opportunités d'exposition pour présenter le savoir-faire des PME. Sont attendus à Bamako 3000 visiteurs, 300 exposants et 150 experts des pays membres de l'UEMOA et de pays invités, notamment le Congo, la Guinée-Conakry, la Centrafrique, la France, le Tchad, le Maroc et les États-Unis. Et ces acteurs de l'économie ont besoin de travailler dans un environnement de paix et de justice. Ces valeurs sont au centre du Forum international des leaders religieux laïcs débuté ce matin dans la capitale burkinabé. Et ceux qui prennent part à ce forum sont venus d'une dizaine de pays à travers le monde. Ils ont 3 jours pour échanger sur le rôle des leaders dans l'Église et dans la société pour un monde plus pacifique et épris de justice. Le reportage de Jean Zongo et Nyarki Teda. Ouagadougou, le berceau de réflexion de plusieurs milliers de leaders laïcs. Ils proviennent de 11 pays de 3 continents, l'Amérique, l'Europe et l'Afrique. 8e rencontre du genre et la 2e que le Burkina Faso abrite, ce forum donne l'occasion aux leaders laïcs de louer et d'adorer Dieu, mais également recevoir des enseignements afin d'intercéder auprès du Seigneur pour avoir les bénédictions et la puissance nécessaire pour sortir leur peuple de la servitude. C'est rendre ce monde plus beau, un monde plus digne de Dieu, plus digne des hommes. Voilà, un monde de réconciliation, de justice et de paix. Ce sont des objectifs majeurs, des défis majeurs auxquels les laïcs sont de plus en plus conscients et c'est eux seuls qui peuvent contribuer à changer fondamentalement nos sociétés pour un vivre ensemble beaucoup plus beau. Pour relever ce noble défi, d'éminents prédicateurs issus des 4 coins du monde ont été sollicités pour des enseignements sur des stratégies à même de libérer le monde des différentes crises et l'Afrique de la pauvreté et la faim. Nous allons prier pour que l'homme aujourd'hui se remette debout, pour que l'Afrique se remette debout. Notre monde a besoin de relèvement, notre monde a besoin de redressement, notre monde a besoin de révolution. Mais une révolution chrétienne. Il faut le faire, a beaucoup insisté le cardinal Philippe Ouedraogo au cours de la messe inaugurale du forum. Il avait à ses côtés des prêtres venus d'horizons divers,
Preuve, selon le père de l'église famille du Burkina, que la rencontre va contribuer à renforcer l'union, les liens de communion entre les chrétiens, mais aussi entre les nations. Autre point de l'actualité, et nous mettons le cap sur Bobo Dioulasso. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme était ce matin sur les zones inondables de cette ville. Une visite pour comprendre les raisons des inondations constatées ces derniers temps dans la ville de Sia. Et pour Gustave Dieudonné Bonannée, ces inondations, à défaut d'être évitées, peuvent être amoindries. Pour cela, il a annoncé des dispositions dans les jours à venir. Des précisions avec Bétivier Naouan et Karim Sissi. Les secteurs 17, 21 et 22 de Bobo Dioulasso sont des zones tristement célèbres à cause des multiples inondations. Cette voie du quartier Sarfalao, par exemple, n'a jamais été praticable depuis son aménagement en 1985. Aux alentours du CSPS du dit quartier, certains habitants ont déménagé. D'autres ont toujours du mal à mettre en valeur leurs parcelles. Nous ne pouvons pas construire à cause de l'eau. Mais si moi je mets de construction ici, je vais arriver à dépenser combien pour construire ça? L'eau va venir tomber un jour pour tuer les gens qui vont dormir là-bas. À Sakabi, une bonne partie de la route qui mène à Dédougou est ensablée. Selon le service technique, ce quartier n'a jamais bénéficié des réseaux d'assainissement. Conséquence, à chaque pluie, elle est sous les eaux. Ces pluies ici, là, vraiment, personne ne peut pas traverser. Hier même, j'avais deux personnes qui sont arrivées même pour traverser même sur les problèmes. Dans la zone du secteur 22, c'est le calvaire malgré ce canal aménagé par un promoteur privé. Pour le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, des mesures idoines seront prises pour rectifier le tir. C'est vrai, il y a pu y avoir des erreurs dans la conception, dans l'étude de certains ouvrages. Nous allons donner des instructions pour qu'un contrôle des études qui ont été faites soit réalisé. C'est vrai que les inondations, c'est des phénomènes naturels, mais nous devons tout mettre en œuvre pour amoindrir les conséquences de ces inondations. Des mesures dont la mise en œuvre permettra sans doute de pallier la situation. Je pense que ça ne sera pas une visite comme les autres. Et ça ne sera pas une visite comme les autres. Pourquoi? Parce qu'on espère que d'ici l'hivernage à venir, alors une solution rapide en tout cas sera trouvée pour qu'on puisse soulager nos populations. Le ministre Gustave Dieudonné Bonannée a aussi lancé un appel aux populations de la commune de Bobo Dioulasso afin qu'elles se mobilisent pour des séances de curage des différents caniveaux. On reste à Bobo Dioulasso pour parler de la pyramide sanitaire. C'est une structuration des centres de santé pour permettre une meilleure prise en charge des patients. Malheureusement, cette pyramide sanitaire n'est pas respectée par ceux qui fréquentent les formations sanitaires. Un non-respect qui s'explique par des raisons objectives ou par méconnaissance même de cette pyramide sanitaire. Plus de détails dans ce dossier signé Lamine Karantao et Kadou Romenchi. Ces images montrent à quel point le CHU, le centre hospitalier universitaire Sourosanou de Bobo Dioulasso, est fréquenté. Une fréquentation qui se fait souvent aux grandes dames de la pyramide sanitaire. Et normalement, on doit commencer par les structures de base, qui sont les centres de santé, qu'on appelle CSPS. Ce sont les structures de base qui doivent orienter, dans le cas où la prise en charge n'est pas possible, vers les structures intermédiaires qui sont les CMA et qui orientent vers les CHR ou les CHU selon la gravité de la maladie. Voilà un peu la pyramide sanitaire. C'est fait pour faciliter l'accès des services de santé aux populations. Normalement, 90% des problèmes des populations se règlent à ces niveaux. Mais pour une raison ou pour une autre, bon nombre de patients arrivent directement au CHU sans passer par les structures de base que sont les CMA et CSPS. Toutes choses qui ne facilitent pas le travail au personnel soignant. La pyramide sanitaire a des avantages si tout le monde le respectait. Je pense qu'il n'y aura pas d'encombrement dans certaines structures. Écoutez, je prends un autre exemple pour que vous compreniez. Il y a des égratignures avec des petits bobos en chirurgie, par exemple.
On peut le soigner, ces petits bobos, avec les égratignures dans les CSPS, les CMA. On peut faire des sutures. Ça leur permet de libérer le chirurgien pour qu'il fasse les grosses interventions. Parce qu'il y a un moment donné, on disait, bon, si tu n'es pas passé par un CSPS, allez, il faut le renvoyer. Mais ça retarde la prise en charge de la personne. Est-ce que vous voyez? Surtout quand c'est des enfants qui n'ont pas demandé, qui n'ont pas décidé. Et c'est pour ces raisons que d'ailleurs, nous, on ne fait pas le choix. Est-ce que vous voyez? Donc la pyramide sanitaire a ses objectifs qui sont très nobles, mais les reproduire sur le terrain, souvent très compliqué. Pour les autorités, respecter la pyramide sanitaire, c'est aussi faire preuve de civisme. Un civisme qui a pour corollaire une prise en charge efficiente des patients. Actualité hors du Burkina Faso, l'Italie continue de compter ses morts dans le puissant séisme qui l'a secoué. Le dernier bilan fait état de près de 280 morts selon la protection civile italienne. Mais les Italiens ne sont pas au bout de leurs inquiétudes puisque des secousses ont encore été ressenties aujourd'hui. Le bilan du séisme en Italie continue de s'alourdir. Il est désormais de 278 morts et de près de 400 blessés selon la protection civile qui n'a pas fait état de la découverte de nouveaux survivants. La terre a par ailleurs de nouveau tremblé cette nuit dans la région. Plusieurs dizaines de répliques ont été enregistrées, dont une secousse d'une intensité de 4,8 peu après 6 heures ce matin. Les opérations de secours sont difficiles et dangereuses dans les villages partiellement détruits, notamment à Amatrice, où l'espoir de retrouver des rescapés s'amenuise d'heure en heure. Au fur et à mesure des recherches, de plus en plus de corps sont retrouvés sous les montagnes de débris. Et puis en Somalie, 9 personnes ont été tuées dans une attaque terroriste hier soir. L'attaque a visé un restaurant situé sur une plage de Mogadiscio, la capitale somalienne. Elle a été perpétrée par un commando d'insurgés Chebab qui se réclame de l'État islamique. Une voiture piégée et un commando armé sèment la mort en Somalie. 10 personnes ont été tuées jeudi soir dans un restaurant de Mogadiscio. L'attaque a été aussitôt revendiquée par les insurgés islamistes Chebab. Un kamikaze a fait exploser une voiture piégée et des hommes armés ont ensuite pénétré dans l'établissement. Nos forces de sécurité ont déjoué l'attaque comme vous pouvez le voir derrière moi, dit ce porte-parole du maire de Mogadiscio. Le conducteur du véhicule a été appréhendé, dit-il, quelques secondes après avoir fait exploser les charges. Il y a quand même des victimes. Cette attaque a visé un restaurant populaire du front de mer de Mogadiscio, habituellement fréquenté par de jeunes couples et des officiels somaliens. Les Chebab, qui ont juré la perte du gouvernement, ont perpétré ces derniers mois de nombreuses attaques avec toujours le même mode opératoire, voiture piégée, suivie d'une fusillade. Une affaire d'attribution illégale de parcelles à Kaya et l'affaire Ousmane Guiro qui refait surface. Voici des sujets qui ont alimenté certains quotidiens de ce vendredi. D'autres parutions reviennent sur la conférence de presse de la coalition ZEF 2015. La revue de presse, c'est avec Abdoul Rasmane et Zongo. Altercation entre gendarmes et policiers ou policiers et gendarmes en circulation routière. L'Obs fait son mea culpa en ces termes, lisez-en vous-même. Le gendarme n'aurait pas giflé le policier. La coalition ZEF 2015, nous parlons politique, elle est très remontée contre le pouvoir en place, qualifié de pouvoir à plusieurs têtes. Ce regroupement de partis politiques en faveur de la candidature de Zéphirin Diabré au scrutin présidentiel passé a fait des reproches aux autorités en place et qui ont valu à notre confrère de l'Observateur le titre d'accablante radioscopie d'un pouvoir à 3 têtes. Une radioscopie pourrait également être sollicitée à Kaya, où le quotidien d'État citoyen s'interroge de la sorte. Le 11 décembre prochain est-il menacé, car à moins de 4 mois de la célébration de la fête nationale, l'affaire dite des parcelles de Dondolé empoisonne l'atmosphère. Dondolé est un des villages de Kaya, où des parcelles dégagées pour le 11 décembre ont été illicitement attribuées à des inconnus. Et la population est partagée. De nouveau dans le box des accusés, nous sommes dans le milieu judiciaire. Affaire Guiro, verdict annulé, souligne les éditions Le Pays. L'ex-DG de la douane sera rejugé, titre aujourd'hui au Faso.
Guiro, en effet, selon notre confrère du journal Aujourd'hui au Faso, avait occupé d'une sanction de 2 ans de prison avec sursis et une amende de 10 millions de nos francs. Un verdict jugé insuffisant par le procureur près la cour d'appel de Ouagadougou. Il fait appel, obtient gain de cause et au finish, un second procès se profile à l'horizon. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée en compagnie de la RTB.